Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, on va vraiment parler de 3 sujets différents. Le premier qu'on va faire, c'est vraiment l'état de la situation, donc toutes les questions de l'information dans le domaine de la santé, la masse d'informations, la qualité de l'information. On va essayer d'amener vraiment une idée de base là-dedans. Deuxième chose qu'on va faire, c'est quoi l'intelligence artificielle? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore une définition très floue de ce que c'est. Et finalement, on va vous parler du projet qu'on est en train de développer. La première chose, la situation. Pour comprendre, il faut déjà être d'accord avec cette idée que ce qui se passe en sciences actuellement est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je veux dire, on a énormément de chercheurs, c'est pas pour rien qu'on s'est associé à l'association des communicateurs scientifiques. Il y a de la recherche qui se fait en sciences sur les causes de l'autisme, sur les façons dont on peut intervenir, sur les façons dont on peut comprendre ce qui se passe, qui est hallucinant. Je veux dire, chaque jour on découvre des nouvelles choses, on arrive à peine à se tenir à jour sur tout ce qui se trouve. Il y a énormément de choses qui se mettent en place. Sauf évidemment, si c'était juste ça, on ne serait pas en train de faire une conférence sur comment améliorer la situation. Le problème, oui. Et c'est pas non plus parfait, c'est aussi le meilleur outil qu'on a, la science, pour pouvoir analyser les choses. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Idéaliste. D'essayer d'équilibrer mon point de vue qui, moi, c'est comme « Hey, youpidou, la science va répondre à toutes les questions ». C'est vrai, on n'est pas encore exactement rendu là-dedans, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, ce qui change rien à la situation qu'aujourd'hui, ça reste notre meilleur outil et une des meilleures façons de faire le minimum d'erreurs. On a quand même fait en masse, on va totalement reconnaître ça, c'est pas le mieux qu'on a à notre disposition. Ensuite, le grand problème, c'est que cette science ne se rend pas aux personnes qui peuvent le mettre en application. Là, on a représenté ça par un gros mur. Je veux dire, c'est une image gentille. Au niveau des décideurs, donc ceux qui doivent choisir nos politiques, ceux qui sont en train de mettre en place comment est-ce qu'on va s'occuper des personnes autistes, comment est-ce qu'on va offrir des services aux familles, on parle d'à peu près 22% des personnes qui se basent sur la science. Je sais pas, mais moi, chaque fois que j'entends le chiffre, ça me choque. 22%, c'est moins d'un quart des personnes qui se basent sur l'information scientifique. Ça, c'est choquant. Mais si on va sur les intervenants, on est à pire que ça, on est à 18%. Une autre façon de le dire, c'est que dans la science, il y a à peu près un peu moins de 15% de l'information qui circule. Et cette information-là qui circule prend longtemps pour arriver. Quand je dis longtemps, c'est que ça prend en moyenne 17 ans pour arriver. Donc si demain, moi en tant que chercheur, je trouve un traitement incroyable pour un enfant de 3 ans, super, il l'aura quand il aura 20 ans. Ce qui est une façon de dire que ça peut me servir énormément. Puis finalement, le gros problème qu'on a, puis celui sur lequel nous on se centre énormément, c'est l'information qui se rend au grand public. Le grand public, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui sont ici, y compris moi, y compris tous les intervenants aussi indirectement, parce qu'une fois de plus, on est à moins de 15%. Donc, moins d'une recherche sur 5. Donc, plus de 4 recherches sur 5 qui sont juste perdues. Et on n'utilisera finalement jamais. Pour illustrer ça, pour donner une idée, aujourd'hui on estime que c'est à peu près 30 à 45% des gens qui reçoivent les meilleurs traitements disponibles. Ça veut dire que plus de la moitié, voire plus des 2/3 des personnes recevoir des traitements qui ne sont pas optimales, qui c'est une fois de plus pas du tout une mauvaise volonté de la part des intervenants, de la part des décideurs. C'est juste que l'information optimale ne s'est pas rendue. L'autre façon de voir ça, c'est qu'on est à un petit peu moins de 25% des gens qui vont recevoir des traitements qui ne vont pas être utiles, qui sont en trop ou qui n'ont pas d'aspect bénéfique. C'est une fois de plus quasiment un quart des personnes. Donc autant dire qu'on a un très très gros problème. Oui. Alors, il y a plusieurs explications ou raisons sous-jacentes, mais l'une d'entre elles serait la masse d'informations et la qualité de l'information. Donc, pour vous donner une idée, il y a plus de 3000 articles qui sont publiés chaque jour. Juste en autisme, ça représente à peu près 18 heures de lecture par jour. Mais ça, c'est aujourd'hui. Parce qu'en 2020, donc dans 3 ans, ça va doubler tous les 73 jours. Donc, tous les 2 mois et demi, la masse d'informations va doubler. C'est absolument impossible, on s'entend, de suivre dans ces sens-là.
La deuxième, c'est la qualité. Et ça, c'est un point extrêmement important. En général, quand on parle de qualité de l'information, les gens se disent « Ah, ok, il y a 2-3 articles qui sont mal écrits, puis tu parles de choses qui sont moins importantes. » Non, non. Quand on parle d'information de mauvaise qualité, c'est qu'on parle d'information qui est objectivement fausse et qui peut amener des dégâts importants. Les exemples qu'on utilise souvent, c'est l'autisme. Je pense que personne ne l'autisme. Le vaccin pour l'autisme, je pense que tout le monde a entendu parler de ça et ça continue de m'horripiler. Les personnes qui arrêtent de prendre des vaccins, les personnes qui continuent de penser que c'est le vaccin qui est la cause de l'autisme, ça a des effets concrets, mais ce n'est pas le seul. Ça paraît innocent, c'est pour illustrer la communication facilitée. C'est une jolie façon qui a été utilisée pendant un moment pour essayer d'aider les personnes autistes non-verbales à communiquer. Le système était relativement simple. Si tu es autiste, je vais prendre ta main et t'aider à taper sur un clavier pour que tu puisses exprimer ce que tu ressens. Oui, la face que tu fais, c'est exactement celle que j'ai fait aussi. Ça paraît pas extrêmement logique, ça l'était finalement pas. On a quand même été obligé de faire des tests là-dessus qui ont effectivement démontré que, entre nous deux, celui qui écrivait, c'était moi et pas la personne autiste. Ça paraît totalement inoffensif, sauf que ça a permis à des personnes de dire « Hey, la personne autiste a marqué qu'elle avait été abusée sexuellement dans sa famille. » Fausse information, fausse allégation, autant vous dire que ça détruit une famille. Pire que ça a été obtenu, pendant moi, pour obtenir un consentement sexuel avec elle. Si elle était autiste, évidemment, je ne parle pas de notre relation à nous, mais... donc, non seulement c'est une atteinte majeure aux droits de l'homme, parce qu'on ne permet pas à la personne de s'exprimer, mais en plus, c'est carrément de l'abus sexuel. Je te prends la suivante. Ça, c'est une jolie technique qui s'appelle le hacking. Alors, il y a la chance encore au Québec de ne pas beaucoup l'avoir. Mais ça a existé pendant assez longtemps. C'est inspiré d'approches psychanalytiques qui pensaient que les personnes autistes avaient surtout des angoisses archaïques, donc des peurs de morcellement, des choses comme ça. Donc la façon la plus efficace de les aider, c'était de leur permettre de bien sentir leur corps. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on les entourait de tissus très froids. Ensuite, on allait entourer autour de tissus très chauds pour pouvoir vivre un changement de température, ce qui effectivement fait que tu sens ton corps extrêmement, et ce qui est extrêmement traumatisant quand tu sais pas ce qui se passe. Et là, encore, je ne vous parle que d'interventions qui sont principalement psychosociales, mais on pourrait rentrer dans tout ce qui est médical. Là, je vous ai pris l'exemple de la sécrétine, qui a été une hormone de l'estomac. C'est comme une espèce d'obsession sur le lien autisme-estomac. Et on a donné de la sécrétine à plein de gens. Maintenant, tous les guides de pratique reconnaissent qu'il ne faut pas le faire, parce que même si c'est une hormone qui joue plus au niveau gastro-intestinal, ça a eu des impacts négatifs chez les gens. Donc on ne parle d'information de mauvaise qualité, on est en train de parler de qualité de vie des gens, on est en train de parler de survie de certaines personnes. Parce que, oui, c'est des exemples dramatiques, mais dans certains mauvais traitements, on s'est retrouvé avec des morts. La qualité de l'information, pour l'illustrer un peu, sur Internet, la principale source d'information de 90% des parents, on va vous l'illustrer. En gros, certaines études ont démontré que plus d'un tiers des parents vont chercher plusieurs fois par semaine à plusieurs fois par jour et que chaque recherche sur Internet va durer 35 minutes en moyenne. Donc ça veut dire que 35 minutes régulièrement pour trouver quoi? 50% des sites Internet sur l'autisme ne correspondaient pas aux critères minimaux, c'est-à-dire dire c'est kilotaire, donner la date de dernière mise à jour, avoir un disclaimer de responsabilité médicale. La clause de responsabilité médicale a de l'air anodine, mais c'est principalement de dire que c'est un médecin qui est le mieux placé pour le savoir, pas un site Internet. Donc, on a réalisé qu'un sixième des sites faisait la promotion de traitements non soutenus et qu'un cinquième faisait la vente d'un produit. Bon, un cinquième, rapidement, on se dit, c'est pas si pire. Mais si on considère que 50% des sites étaient incompréhensibles, c'était probablement pas ceux de vente qui étaient incompréhensibles, ce qui remonte aux statistiques. Je vais l'ajouter. Ça, évidemment, c'est ce qu'on trouve sur Internet. On a pris cet exemple, sauf que si vous voulez vérifier, outre le fait que vous pouvez vous amuser à taper autisme sur Google et vous amuser sur une soirée à vous énerver sur votre ordinateur, mais vous pouvez aussi aller dans n'importe quelle librairie et voir ce que vous avez trouvé. Et oui,
de bonne qualité, donc on va dire qu'ils vont donner de l'information rigoureuse et solide. Il y en a très peu, et c'est vraiment pas les plus faciles à lire. Et ils sont très chers. Et ils sont extrêmement chers. Enfin que, une fois de plus, c'est pas une faute des parents, c'est pas une faute du grand public. On n'est pas en train de dire « Ah mon Dieu, vous êtes des mauvaises personnes, vous n'êtes pas en train de chercher la bonne information. » Non, absolument pas. On ne vous donne pas accès à la bonne information. Alors, évidemment, ça amène la question sur comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à faire ça. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, je veux déjà calmer les choses. Là, je sais que à peu près la moitié des gens pensent à iRobot, Terminator, enfin que rassurez-vous, quand on dit qu'on est en train de développer une intelligence artificielle pour l'autisme, on n'est pas en train de préparer une conquête du monde, en tout cas pas dans la première phase, même si il faudrait qu'on commence à réfléchir là-dessus. Ni la deuxième. C'est ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a toujours cette image de l'intelligence artificielle, c'est une intelligence comme les humains. C'est plate. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça ressemble à des choses comme ça. C'est des gros cubes. Alors, je sais que c'est beaucoup moins sexy que les images de robots, c'est beaucoup plus représentatif. L'intelligence artificielle, fondamentalement, la seule chose que c'est que c'est juste qu'on apprend des programmes, on apprend des technologies à faire des choses que des humains sont capables de faire. L'exemple typique, c'est la résolution de problèmes. Il y a un problème, on analyse le problème, on trouve une solution. Si c'est fait par un humain, on appelle ça de l'intelligence. Si c'est fait par une machine, on appelle ça de l'intelligence artificielle. Je sais que c'est plate comme définition, mais c'est vraiment le meilleur qu'on a aujourd'hui. Et l'idée, c'est de prendre ça et de l'appliquer au niveau de l'autisme. Donc de dire, on va prendre une machine, on va lui donner des connaissances sur la psychologie, sur l'autisme, sur la santé mentale, sur les interventions, sur tout. Ensuite, on peut lui donner des questions liées à l'autisme et obtenir des réponses liées à l'autisme. Ça paraît simple comme ça, mais il y a différents types d'autisme, d'intelligence artificielle aussi. Il vient de présenter la résolution de problèmes, mais on pourrait parler de la représentation des connaissances ou encore le fait de pouvoir planifier et organiser exactement ce qui se passe avec notre transport en commun. Souvent, quand on peut voir, additionner au GPS, on peut voir où est-ce qu'est rendu notre autobus puis quand est-ce qu'il arrive. Mais pour optimiser les trajets, c'est l'intelligence artificielle qui le fait le plus souvent. L'apprentissage machine, donc quand on écrit mal quelque chose sur Google, Google nous propose des suggestions. Souvent, c'est statistiquement le plus proche, c'est ça. Ça pourrait être aussi vu comme du traitement automatique des langues naturelles, le point 4. Un autre exemple d'apprentissage machine serait les suggestions de films. Quand Netflix ou autre nous suggère un film, c'est fait à partir de ce que les autres ont apprécié. Donc, c'est des statistiques, tout simplement. Le traitement automatique des langues, ça va être de comprendre un peu à la Siri ou les autres applications d'assistance sur nos cellulaires, à comprendre ce qu'on dit, à pouvoir interagir, nous répondre, etc. La perception, le meilleur exemple serait les voitures qui se conduisent toutes seules ou la reconnaissance de photos de chats sur Facebook. J'aime beaucoup les 12 exemples. Mais quand on charge Facebook et que Facebook ne charge pas assez vite, avant de voir la photo de l'image, on va voir par exemple, ceci contient photo de chat. Ben, ce n'est pas un humain qui, à la main, est allé écrire sur chaque photo qu'est-ce qu'on voit, c'est la reconnaissance visuelle de l'intelligence artificielle de Facebook qui le fait. La créativité, c'est un dernier exemple. Ils ont voulu voir si un humain serait capable de reconnaître une toile peinturée par une intelligence artificielle. Et à ce qu'on m'a dit, elles se sont très bien vendues et très chères. Elles ont été pas reconnues comme étant faites par une machine. De la même façon qu'ils ont voulu faire écrire des livres aux intelligences artificielles. OK, ils sont loin d'avoir réussi à perfectionner les plumes de Baudelaire, mais ça s'en vient quand même. Et finalement, ce qu'on appelle le Strong AI, l'intelligence artificielle, c'est les robots qui vous montraient tout à l'heure. Fait que, tu peux juste remettre l'image d'avant. C'est ça, nous on se place, quand on dit qu'on fait de l'intelligence artificielle, en réalité, ça ne veut pas dire grand chose, parce que c'est un terme immense, comme je l'ai dit avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser en 2 étapes qu'on va vous présenter après. La première chose sur laquelle nous on va travailler, c'est les 2 premières choses. Déduction, raisonnement, présentation des connaissances. Essayer d'apprendre à une machine à comprendre le monde. La deuxième chose sur laquelle on travaillera après, c'est les points 4 et 5, apprentissage automatique, permettre à une intelligence d'apprendre par elle-même. Enfin, je sais que ça paraît super abstrait, donc on va aller un peu plus en concret. Yaline, la
première étape qu'on est en train de faire, et celle qu'on va vous parler le plus ce soir, parce que c'est celle qui est actuellement en développement, la première chose qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une ontologie. Et l'ontologie, c'est clairement Maryse qui va expliquer, parce que moi, je suis toujours pas sûr d'avoir totalement compris ce que c'est. L'idée d'une ontologie, c'est de représenter les connaissances de sorte à ce que la machine le comprenne, de sorte à ce que sémantiquement, elle comprenne le sens des choses. Donc, au début, on prend des concepts. On s'est mis, il y en a 4-5, mais ça ressemble beaucoup plus à une hiérarchie de dizaines, de centaines, de milliers de concepts au cours auxquels on fait des relations. Par exemple, un concept serait obsession. Un autre concept pourrait être intervention. Les relations, c'est facilement de dire que telle intervention a un impact sur, par exemple, le comportement difficile, associé à l'autisme, on pourrait dire. Les troubles du comportement. On va pouvoir dire aussi que ce programme-là a plus de chances de fonctionner pour tel groupe d'âge, ou tel type de comportement, ou tel type d'environnement. Et ainsi de suite. Et on fait une map, et là c'est joli, il y en a 4-5, mais en général, des relations, il y en a des dizaines aussi, de sortes différentes, qu'on hiérarchise. Et au final, ça va donner ça. Bon. Un joli graphique que moi je trouve parfaitement clair, je vois mon concept, je vois la relation, tout va bien. Mais... Ça, c'est exactement la différence entre elle et moi, c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble, c'est qu'elle trouve ça super cool. J'ai passé à peu près la moitié de la préparation de la conférence pour essayer de comprendre ce qui se passait là-dessus. Je comprends honnêtement toujours pas. C'est correct, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais je suis pas mal sûr, à moins qu'il y ait des gens qui aient vu ça et qui aient dit, mais bien sûr, j'en parlais avec ma tante hier, vous devez être à peu près dans ma situation. Et c'est tout le problème de l'ontologie, c'est que ça, on le rend compréhensible par un humain. Et à moins que vous soyez justement des experts pour lire des codes, ça demande beaucoup de job. Il y a deux choses qu'on doit faire là-dedans. Premièrement, oui, l'ontologie va permettre de dire, ok, il y a des concepts interreliés, qui va pouvoir te donner des informations sur ces relations. Super, ça va te donner plein d'informations qui sont un peu disparates. Pour un humain, c'est beaucoup plus facile de comprendre des textes. La première chose qu'on doit faire, c'est compléter ce qu'on fait par l'ontologie, donc tout ce qu'on mettra comme information dans le modèle qu'on a précisé avant, par des articles. C'est pas nécessaire, mais ça va rendre beaucoup plus facile la lecture. Parce qu'après, la chose que vous aurez, c'est un texte cohérent, construit, qui va vous permettre de comprendre de quoi on parle. La deuxième chose, quelque chose de fondamental, c'est l'interface utilisateur. Alors, moi, les spécialistes sur l'interface utilisateur, je ne connaissais pas avant il y a quelques mois. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué que ça. Mais en gros, on doit identifier toutes les pages qu'on a, toutes les choses qu'on donne aux gens, et on doit essayer de trouver pour chacun quelle va être la présentation la plus efficace. Parce que si vous arrivez sur une page, il y a 700 boutons différents, dont un qui va amener à ce que vous voulez, il n'y a pas de chance que vous soyez déprimé pour plus de 14 secondes. Donc, c'est sûr que on est en train de travailler, on va vous parler un peu plus de notre interface, mais à quoi ça ressemblera concrètement. Oui, on sait, il y a encore beaucoup de travail pour rendre ça beau. Rassurez-vous, nos designers n'ont pas encore travaillé dessus, mais on va pouvoir vous présenter aujourd'hui une première idée d'à quoi ça ressemblera. Mais ça, c'est joli l'interface, puis l'ontologie qui est un peu comme l'ossature, mais ça prend des données. Parce que j'ai beau dire comment est structuré le domaine, c'est mes données qui vont m'ajouter les concepts et les relations plus spécifiques, qui vont pouvoir être très concrets, qui vont pouvoir la nourrir et faire en sorte que quand on pose une question, il y a une réponse au bout. Et pas juste facile. Parce que, pour moi, le meilleur exemple, c'est qu'à la fin de l'ontologie, votre intelligence artificielle sait ce que c'est un programme d'intervention. Ça ne connaît absolument aucun programme d'intervention. Il sait qu'il y en a, il sait que ça existe, il sait que ça aide en psychopathologie, il n'en connaît aucun. Autant dire que ça ne serait pas énorme. Et donc, ces données-là, ces données, c'est le petit moment plat pour nous, mais pour le moment, on va les extraire à un mi-temps. Autant dire que ça fait pas mal, ça fait quasiment 12 ans qu'on y est, on extrait d'informations. On y travaille, il faudra mettre dedans. Et dès le début, on a dû faire un gros deuil, on ne peut pas tout extraire. Voilà, on ne peut pas rester à jour, on ne peut pas aller chercher chacune des recherches. On voudrait dire avant, il y a trop de masse d'informations. Par contre, on peut commencer à essayer d'être à jour sur les informations de meilleure qualité. En général, moi je travaille dans un domaine qui s'appelle les pratiques basées sur les données probantes, qui est un terme compliqué pour dire en gros, on essaie de faire des interventions qui se basent sur de la science solide.
Et on a créé une espèce de pyramide des interventions. Enfin, tout en bas, tu as tes opinions qui sont importantes, mais ne sont pas très solides. Puis tu montes de plus en plus avec des essais, des recherches qui sont de meilleure qualité, jusqu'à te rendre théoriquement dans les revues systématiques. Donc c'est vraiment, on prend un sujet et on va chercher toutes les recherches dessus, les méta-analyses qui font pareil et qui en plus rajoutent un traitement statistique dessus, et les guides de pratique qui théoriquement se basent sur tout ça, mais rajoutent encore des informations plus du contexte ou des aspects plus de mise en application. Théoriquement, nous, c'est ces trois domaines, ces trois types d'interventions et ces trois types d'informations qu'on a extraits pendant ces dernières années pour être sûr d'avoir le maximum d'informations possible pour pouvoir mettre dans la base de données. Donc, on l'extrait manuellement. Avec les 3000 articles par jour, on a beau prendre juste le dessus de la pyramide, c'est pas particulièrement réaliste. Pour vous donner une idée, un guide de pratique produit, si on le saisit dans notre collection 2017 et qui est récent, il date de 2017, il date souvent d'études qui ont été publiées en 2016, donc qui ont été faites en 2015, donc on a déjà perdu 3 ans. Ça, c'est sans compter tout le temps que nous, on va prendre pour analyser la qualité, vérifier, l'ajouter dedans. Donc le plus simple va être de pouvoir descendre dans la pyramide et, entre autres choses, de l'automatiser. Donc on parle d'extraction automatique et d'évaluation automatique. Ça va nous permettre de prendre une plus grande vaste dans notre pyramide, des différents niveaux, les évaluer chacun et faire nous-mêmes remonter, dans le fond, vers l'évaluation. Et ça, c'est la deuxième étape. Aujourd'hui, on va vous parler principalement de la première étape. Parce que ça fait plus ou moins, enfin ça fait plusieurs mois qu'on tanne tout le monde en disant « Hey, on est en train de construire une intelligence artificielle ». Et tout le monde nous dit « Oui, mais ok, mais concrètement, ça va faire quoi? Il va se passer quoi? Comment ça va se passer ?» Myriel, de façon très caricaturale, ça va se passer en 3 étapes. Première étape, on va faire connaissance. Pour faire connaissance, c'est vraiment l'idée que quand vous allez arriver sur l'application web, la première chose, ça va être une discussion avec l'intelligence artificielle. Elle va vous poser des questions sur vous, sur votre situation. Alors, évidemment, c'est des informations qui sont personnelles, donc vous pouvez anonymiser, puis c'est crypté, puis tout est sécurisé. On a quelqu'un qui nous tanne pour la sécurité, enfin que rassurez-vous, ça devrait être clair. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir expliquer qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne autiste qui va chercher des informations pour elle? Est-ce que vous avez un enfant qui est diagnostiqué autiste? Est-ce que vous avez un enfant pour lequel vous posez des questions? Est-ce que vous êtes un intervenant? Vous êtes un intervenant dans quel domaine? Il y a évidemment énormément de questions qu'on doit poser. On essaie au moment de limiter aux questions principales, vous ne passez pas 3 heures dessus. Mais théoriquement, la première étape, celle-là devrait prendre à peu près une dizaine de minutes. Elle devrait permettre à la machine d'avoir une image de qui vous êtes. C'est pas seulement pour pouvoir vous accueillir avec votre nom ou votre pseudo, c'est parce que toutes ces informations-là, on va pouvoir les utiliser pour vous donner des traitements ou des informations qui vont être plus personnalisées pour vous. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir interroger le système, lui poser vos questions. Il va y avoir 3 modes. Par dialogue, donc c'est un peu plus proche du chatbot, qu'on va voir plus en détail, parce qu'honnêtement, c'est celui qui va vous permettre une réponse plus précise sur vos besoins. Pour ceux qui ont moins de temps, il va y avoir le mode question. Donc c'est un peu comme des questions trouées, des questions plus formulées mais directes, ou une recherche à la Google. Le mode dialogue, donc, en gros, il pose une question et bon, au lieu de taper la réponse, il vous donne des choix de réponse. Et de question en question, il va se peaufiner à chaque fois pour donner une réponse, pour mieux cibler exactement le besoin, pour lui donner une réponse qui répond exactement à ce que vous avez besoin, exactement ce que vous cherchez à savoir. En fait, la logique là-dedans, c'est vraiment d'essayer de reprendre ce qui se passe directement en intervention. Donc, vous allez rencontrer un intervenant, ça va souvent être dans une discussion. En tout cas, idéalement, c'est ce qu'on espère, ça va être une discussion qui va prendre du temps et où vous allez pouvoir donner toutes les informations sur vous. C'est vraiment cette logique-là de dire, ok, tu es venu sur un site d'information sur l'autisme, c'est quoi que tu cherches comme information en général? Une fois de plus, tu veux juste savoir c'est quoi l'autisme, avoir des informations sur la cause, la prévalence. Est-ce que tu cherches un traitement en particulier? Est-ce que tu cherches à comparer des choses? Qu'est-ce que tu veux? Si tu me donnes telle information, je vais pouvoir te poser plus de questions jusqu'à savoir de plus en plus de quoi tu as besoin.
En gros, derrière, ça fonctionne comme un arbre de décision. Donc, de question en question, il va juste se peaufiner pour te donner ta réponse, ton X. Alors, ensuite, la question, évidemment, c'est qu'est-ce que vous allez obtenir comme réponse. Et en réalité, ça va pas mal dépendre. Parce que la réponse que vous cherchez à avoir dépend de la question que vous allez poser. Premier type de réponse que vous pourrez avoir, alors, une fois de plus, c'est plein encore de lorem ipsum, le design n'est pas encore fini, mais une des premières réponses que vous pourriez avoir, c'est ce qu'on appelle une organisation par grand. Par exemple, tu dis, moi je cherche le meilleur traitement pour, par exemple, aider un enfant de 2 à 3 ans à parler, c'est un garçon, à Montréal, en milieu scolaire. Ce que vous voulez savoir, c'est la liste de tous les traitements qui répondent à ces besoins-là. Et idéalement, vous allez avoir en haut celui qui est le meilleur, et ensuite descendre vers ceux qui sont peut-être moins efficaces. C'est ça notre logique. Ça va trier tous les traitements qui sont mis à disposition. Ensuite, ça va les mettre dans l'ordre de soutien empirique. On va discuter après si vous avez des questions sur comment est-ce qu'on définit qu'est-ce qui est soutenu ou non soutenu, ça me fera plaisir d'en parler. Mais c'est ça l'idée. En haut, ceux qui sont vraiment bien soutenus. Donc, on sait que cette forte probabilité de marcher avec votre enfant ou avec vous. Et plus on descend, plus on va comme dire, mais celui-là, on ne sait pas si ça marche. C'est censé marcher, mais on a très peu de recherche. Jusqu'à enfin mettre ceux où on est comme, non, touche pas à ça, on a démontré que ça ne marchait pas, n'investit pas du temps, de l'énergie, de l'argent là-dedans. Ça, c'est pour un type de question. Sauf que c'est possible que vous sachiez déjà, mais moi, j'ai entendu parler de 2 traitements, ou j'ai entendu parler de 2 concepts, j'ai entendu parler de 2 choses, j'aimerais savoir la différence entre eux. Ça, on est vraiment dans le mode comparaison. Donc là, vous avez les informations principales sur les différents traitements, ça va vous dire, ok, par exemple, au niveau des objectifs, voici les différences qu'il y a entre les deux. Au niveau du soutien, voici les différences. Au niveau du milieu d'intervention, ça va vraiment vous permettre de comparer 2 choses. Là, on a pris l'exemple des traitements, mais par exemple, je pense que vous savez, il y a 50 termes pour parler de l'autisme. Il y a eu un changement de manuel diagnostique du DSM-4 au DSM-5. Par exemple, le terme Asperger n'a pas le même sens si on parle de l'ancien manuel diagnostique ou si on parle de l'ICD-10 qui est utilisé en Europe. À un moment, on peut se dire, mais moi j'aimerais connaître la différence, par exemple, entre l'ancien diagnostic d'autisme et le nouveau trouble du spectre autistique. 2 concepts qu'on peut comparer. Une autre chose possible, c'est qu'on peut avoir des informations sur les relations. Par exemple, quels sont tous les facteurs qui influencent une chose? On n'est plus en train de comparer des concepts, on est en train de parler d'une relation. Par exemple, là on a pris l'exemple de l'autisme. Donc c'est vraiment de dire quels sont tous les facteurs qu'on sait qui vont augmenter la probabilité d'autisme chez une personne. Donc on est en train de parler quelles sont les causes de l'autisme indirectement. Donc, évidemment, il y en a des qui vont être très soutenus, puis il y en a des, comme par exemple les vaccins dont je parlais avant, qui vont être affichés, mais qui vont être affichés en on n'a aucune preuve qu'il y a un lien. En fait, on a une preuve qu'il n'y a pas de lien. Ensuite, si vous voulez aller plus en détail sur une relation, vous arriverez sur une page un peu comme ça qui vraiment va parler de la relation, puis quelles sont toutes les recherches qu'on a qui ont montré que cette relation existait ou n'existait pas. Et finalement, lorsqu'il y a un concept qui vous intéresse, là on va aller vraiment chercher toutes les informations qu'on a sur ce concept. On est plus dans une idée de description. Par exemple, quand on a pris l'autisme, qu'est-ce que c'est? On pourrait prendre la neurodiversité, on pourrait prendre l'épigénétique, on pourrait prendre plus ou moins n'importe quoi, on veut juste en connaître plus sur un sujet. On pourrait aller là-dessus. Il y a 2 choses qu'il faut qu'on précise. Premièrement, ça c'est ce qui va sortir directement de l'intelligence artificielle. Ensuite, comme on vous a dit avant, des fois ça peut être aride à lire. On va faire de notre mieux pour que ce soit le plus accessible possible. Mais c'est possible surtout sur les premiers prototypes que ce soit un peu complexe. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner disponible des documents complémentaires qui justement, si tu te dis, mais écoute, moi, je comprends, mais j'ai besoin de plus d'informations, vous pourrez aller cliquer là-dessus et aller chercher des choses qui sont écrites par des humains, souvent des professionnels du domaine, qui vont permettre d'aller approfondir tout ça. C'est une autre chose extrêmement importante, c'est que la science n'est pas statique. Les choses évoluent. Si aujourd'hui vous me demandez quel est le meilleur traitement pour ça, et si vous me reposez la même question dans 5 jours, il y a beaucoup de chances que la réponse ait changé. Parce qu'on a eu des nouvelles recherches qui sont venues, parce qu'on a eu des nouvelles choses qui ont apparu. Donc, ce qui est très important pour les gens, c'est de pouvoir se tenir à jour sur ces nouveautés-là.
Par exemple, vous, dans votre travail ou avec votre enfant, ou même pour vous, il y a 3 traitements ou 3 interventions que vous trouvez particulièrement intéressantes. C'est bon pour vous de pouvoir vous tenir à jour là-dessus. Donc ce qu'on va mettre en place, c'est un système comme ça, qui sont en fait des pages sauvegardées, c'est-à-dire que vous dites, moi j'ai fait telle recherche, et ça je veux le garder en mémoire, et dès qu'il va y avoir quelque chose de nouveau sur ces recherches-là, ça devrait vous tenir à jour. Alors, idéalement, dans un moyen terme, on aimerait que ça vous envoie une alerte à chaque fois. Voilà. En tout cas, vous aurez le droit de turner off si vous êtes tanné de nous entendre, mais ça devrait vous envoyer à chaque fois une information. Pour le moment, ça risque d'aller beaucoup plus sous la forme d'infolettres, simplement que ça demande énormément de programmation, et au cas où vous ne l'avez pas compris, vous êtes toute petite organisation, donc ça va vous demander beaucoup de temps pour le mettre en place. Enfin, c'est ça. Ça, c'est la première présentation de Guéry. On voulait vraiment vous laisser le maximum de temps pour nous poser le maximum de questions. Fait que lâchez-vous loose. Ouais. Question simple, au niveau de la langue, est-ce que ça va être français, anglais? Répète la question. Là aussi, là, parce que c'est déjà énorme. Ouais. Alors, j'ai toujours répété la question pour les questions son. Donc, est-ce que ça va être en français, en anglais? Bref, la question de la langue. C'est tellement une bonne question. En fait, il y a vraiment 2 dimensions là-dedans. Au niveau de l'interface, pour le moment, ça va être en français, parce que ça demande déjà beaucoup de job. Mais l'interface, on pourrait assez rapidement la faire bilingue. Là où la question devient beaucoup plus compliquée, c'est dans l'extraction d'informations. Quand on dit qu'on veut créer une intelligence artificielle qui va pouvoir extraire des données, extraire sur des articles en français, extraire sur des articles en anglais, c'est totalement différent. Ça va être un travail beaucoup plus complexe. C'est très probable que ce qui se passe, c'est que pendant en tout cas 1 ou 2 années, le temps qu'on enseigne à cette intelligence artificielle, justement comment comprendre plusieurs langues, ou qu'on en forme plusieurs qui comprennent des langues différentes, que ce soit en français, et qu'on se passe paradoxalement sur la littérature qui soit principalement en anglais. D'où l'intérêt de l'ontologie. Quand tu associes un concept, tu peux y associer un terme en français, en anglais, en espagnol, etc. Donc, la traduction, une fois que tu as le terme, il faut le traduire, etc. Et pas, la structure va être la même souvent. Donc, c'est pas une tâche à refaire à neuf à chaque fois. Pourquoi vous avez choisi l'autisme et est-ce que votre système va être portable sur d'autres thématiques? Pourquoi on a choisi l'autisme et est-ce que ça va être portable sur d'autres thématiques? C'est tellement une bonne question. En fait, c'est une question extrêmement intéressante parce qu'au début, on n'est pas du tout spécialisé en autisme. Le tout départ du projet. Nous, on est spécialisé dans le domaine, comme on disait, du transfert de connaissances, donc amener l'information scientifique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'autisme? C'est parce que dans l'autisme, il y a un paradoxe incroyable. Il y a énormément de recherches. On a des grosses masses d'informations scientifiques. Paradoxalement, dans la pratique, il y a un taux de bullshit au mètre carré qui est hallucinant. Cette idée, oui, désolé, bullshit est devenu un terme que je considère comme acceptable. Au pire, tu mettras un bip à la place. Non, mais il y a beaucoup d'informations vraiment erronées qui circulent et qui continuent de circuler. Évidemment, ce qu'on est en train de développer, ce qu'on apprend à la machine, pourrait être étendu dans à peu près la totalité du domaine psychosocial. C'est juste, on avait un choix à faire entre choisir d'être bon dans un domaine précis ou commencer directement à s'attaquer à tous les domaines puis être sans doute relativement poche avant un bon bout de temps. Donc on s'est dit, écoute, cette situation-là, où on a plein de données, paradoxalement, il y a un gros besoin d'information, c'est là qu'on va y intervenir en premier. Ça, c'est la réponse pour les aspects plus intellectuels. Ensuite, affectivement, plus tu commences à découvrir le domaine, plus tu commences à discuter avec des parents, avec des personnes autistes, même avec toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là, plus tu réalises qu'il y a vraiment une grosse souffrance qui est au manque d'informations. Et moi, je continue de penser que c'est quelque chose de totalement inacceptable de ne pas avoir accès à l'information scientifique. Donc à un moment, il y a vraiment une volonté affective de dire, ok, ça c'est une mission et c'est un domaine dans lequel on veut intervenir, on veut limiter la souffrance des gens. Oui. Merci, j'ai vu ça. Ça va être quoi le rôle des gens qui travaillent dans votre entreprise? À quel niveau vous allez faire curer l'information, être des médiateurs d'information? Parce que tu disais que ça va être en français, mais basé sur des choses en anglais. J'imagine que ce ne sera pas juste un Google Translate, des abstracts, des papers. Fait que c'est quoi le rôle des médiateurs? Combien de gens vont travailler là-dessus? C'est quoi le rôle des médiateurs et quel va être notre niveau de curation? Le curer, ouais, c'est ça. Je me demandais si c'était un mot. Oui, c'est un mot.
Je pense que ça dépend beaucoup des étapes. La première étape, comme on l'a dit, c'est nous qui faisons de l'extraction d'informations, qui mettons dans la base de données. Enfin, oui, on suit des protocoles qui sont très rigoureux, mais globalement, toute l'information qui est mise dans la base de données est mise par un humain. Ensuite, la partie que nous, on a moins de contrôle dessus, c'est beaucoup sur l'interrogation de l'information et toutes ces choses-là. On va surveiller énormément ça, surtout sur la première année, voir que ça réponde au mieux aux besoins des gens. L'aspect qui est vraiment plus intéressant, c'est sur la deuxième partie, l'extraction d'informations comme tu en parles. La question de la traduction se pose en réalité peu, parce que l'intelligence artificielle extrait sous forme de concept. Donc ça, c'est elle qui s'en occupe au départ. Par contre, l'intelligence artificielle, je pense pas que j'ai vraiment de façon politiquement correcte de dire ça, mais au départ, c'est vraiment pas mal. C'est que pendant tes premiers mois, en gros, c'est toi qui lui dis ce qu'elle doit faire, et elle va se planter à peu près une fois sur deux. Au début, notre job va être vraiment de lui apprendre petit à petit à comprendre c'est quoi un article scientifique, c'est quoi un article scientifique de bonne qualité. C'est nous qui allons fournir cette information. Une fois de plus, on se base sur des protocoles qui sont très précis, mais il y a beaucoup d'humains là derrière. Plus le temps va passer, plus l'intelligence artificielle va commencer à extraire l'information seule, et là on va se retrouver beaucoup dans un rôle de supervision. Donc, de vérifier régulièrement que ce qu'elle extrait a du sens, qu'elle extrait bien. On va devoir prendre des échantillons d'informations pour vérifier ça, mais aussi mettre en place quelque chose qui va nous avertir dès qu'elle a de la difficulté sur quelque chose pour aider à résoudre ces problèmes-là. Fait que nous, vraiment notre rôle au début, c'est un rôle totalement central. Et plus ça va avancer, plus on va avoir un rôle, disons, de protection autour. Ça répond à la question? Yes. Oui, madame au fond. En premier. Oui. Ça, c'était une patate. Ah, ok. Vas-y, c'était en premier, pareil. Oui. Tu te fais trop de fun. Oui, j'adore ça. Mais non, en fait, vraiment l'aspect méthodologique, c'est beaucoup notre passion. Parce qu'à un moment, ça paraît vraiment plat de dire qu'on est passionné de méthodologie, vous pouvez nous juger autant qu'on veut, mais dans cette situation, c'est super intéressant. En fait, il y a beaucoup de protocoles qui ont été développés dans le cadre des pratiques basées sur les données probantes. Comment est-ce que tu es censé faire par exemple, des guides de pratique? Comment est-ce que tu es censé juger de la qualité de ces documents? Au début, quand on va par exemple aller chercher l'information, la façon dont on juge la qualité d'un guide ou qu'on juge la qualité d'un document va se baser sur ces grilles-là. Ensuite, pour aller chercher l'information, tu fais les protocoles des revues systématiques. Donc, tu fais des recherches sur plein de bases de données, tu vas essayer d'aller chercher la littérature grise. Avec un professionnel de l'information. Avec un professionnel de l'information, c'est un job de moine, mais c'est ces protocoles dont on s'inspire. Ensuite, parfois, tu as raison, on est une petite équipe, donc ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir toujours tout faire ça. On espère pouvoir faire grandir notre équipe au fur et à mesure. Mais si on ne peut pas, au moins ce qu'on peut faire, c'est aller suivre les aspects les plus importants du protocole et préciser aux gens, voici ce qu'on a fait exactement. Comme ça, les gens peuvent connaître les forces de ce qu'on a fait, mais aussi connaître les limites de ce qu'on a fait. Et c'est incroyablement important dans le domaine scientifique de justement de reconnaître les limites de ce qu'on fait. C'est aussi pour ça qu'on met autant d'emphase, je dirais, dans le projet, pour pouvoir inclure des interventions qui parfois ont très peu de soutien empirique, en précisant très clairement que ces informations sont peu soutenues, et même d'inclure des informations qu'on sait qui sont fausses depuis le temps, parce que la science s'est plantée. Puis aujourd'hui on sait mieux, et on essaie de donner cette information. C'est... Non, c'était pas... Ok. Bon, c'est qui c'est? Oui. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres domaines, thèmes sur lesquels ce genre de projet se construit aujourd'hui? Oui, là c'est sur l'autisme, mais c'est sur un autre domaine. Est-ce que vous avez l'occasion d'échanger avec des équipes qui travaillent un peu sur un autre thème et de la même façon? Ok, donc l'écosystème en intelligence artificielle. Oui. À ma connaissance, on n'a pas vraiment qui se spécialise en information, en transfert de connaissances. Il y a Watson qui veut rassembler ce qu'il trouve, en fait, qui veut te donner une réponse en santé, mais qui ne va pas faire l'évaluation de la qualité, puis qui n'est pas une ontologie derrière. Donc la méthode est complètement différente. En ontologie, il y a souvent des choses en génétique, parce que ça s'y prête bien, en fait. Mais en psychosocial, à ma connaissance, il y en a très peu. Il y a le Human
Donc, je me souviens de l'acronyme, c'est Human Behavior Change Project. le Human Behavior Change Project, qui crée une ontologie et qui veut aller vers l'extraction, les réseaux bayésiens, donc un peu plus d'intelligence artificielle, plus approfondie, mais c'est tout. En fait, moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Il y a beaucoup de travaux qui se font dans le domaine justement de l'intelligence artificielle en médecine. Il y en a très peu dans le domaine psychosocial. Et ce qui se fait dans le domaine psychosocial, c'est beaucoup plus pour aider les interventions, c'est très peu au niveau de l'information. Ce qui est pour moi un paradoxe complet parce qu'il n'y a pas moins de besoin dans le domaine justement de la santé mentale que dans le domaine de la santé en général. Et ensuite là, je parle de mes ambitions à moi, mais j'aimerais vraiment que Montréal puisse commencer à prendre une place là-dedans parce qu'il y a vraiment de quoi développer une très grande volonté d'intelligence artificielle for good, vraiment d'amener un aspect plus psychosocial. Et je pense qu'on pourrait prendre un rôle important là-dedans. Puis on espère pouvoir être une petite pièce de ce travail-là. Je sais pas qui était en premier. Battez-vous. Ouais, au niveau de la vulgarisation scientifique des concepts, ce que vous avez, on regarde dans les ce que j'ai vu, ce que vous présentez des articles, la compréhension des concepts en autisme, non seulement si vous pensez à d'autres problèmes en domaine psychosocial, est-ce que vous avez comment travaillé sur la vulgarisation de certains concepts? OK, la vulgarisation, en fait, il y a un comité, pour les textes écrits par des humains, il y a un comité de révision scientifique, un comité de révision par le public cible. Donc, si on s'adresse, si la personne qui pose la question est un parent, on veut qu'un parent ait révisé, que des parents aient révisé pour nous dire que oui, les autres, ils trouvent ça clair, ça répond à leur vocabulaire, ça leur répond à leurs questions. Et on voudrait que ça soit aussi révisé par des personnes autistes, puisque, en fait, c'est d'elles qu'on parle. Donc, logiquement, c'est les 3 comités de révision. Les textes sont écrits, que ce soit par des chercheurs ou par des gens spécialisés en transfert de connaissances à la base. Donc, ils sont supposés être pas trop dans le champ au début, avant les révisions. Ben oui, mais des fois, tu parles encore de prévalence. C'est vrai. Vous avez, est-ce que vous avez aussi des projets d'automatiser la vulgarisation des concepts? Probablement. Alors, automatiser la vulgarisation, de la rédaction automatique, ça se fait ici, sur des domaines comme celui-là pour l'instant. Donc, pour le moment, la majorité des textes, donc vraiment les parties plus rédigées, vont être faits par des humains. Par contre, ce que tu amènes comme point de dire, est-ce que vous faites fondamentalement participer les familles et les personnes autistes? Oui, il le faut. Nous, on est des chercheurs, ce qui veut dire qu'on est des spécialistes en sciences. Ensuite, ce que c'est de vivre avec l'autisme, ce que c'est d'avoir un enfant autiste, ce que c'est d'avoir un meilleur ami autiste, on ne connaît pas. On a besoin d'avoir ces personnes qui collaborent avec nous. On a essayé dès le début de créer un comité justement avec des parents, avec des personnes autistes, qui puissent nous dire, ben, là, vous êtes dans le champ, puis qui puissent nous dire, mais moi j'ai besoin de ça comme information, parce qu'il y a plein de choses que nous on trouvait ça tellement pertinent, qui ne sert absolument à personne. Il y a tellement de questions qu'un coup des parents sont arrivés, je dis, j'ai tellement jamais pensé à cette question. Fait que, oui, nous, notre vision, c'est vraiment de dire, on a une expertise, les parents ont une expertise, les personnes autistes ont une expertise, on essaie vraiment de tout mettre ça ensemble pour essayer de créer un projet qui soit le plus applicable dans la vie de tous les jours. Alors, au niveau de en fait, de votre, comment vous soutenez financièrement votre plateforme? Est-ce que vous êtes lié à des universités ou tu parlais de faire grandir l'équipe? Non, mais c'est une excellente question. À un moment, il faut être totalement réaliste. Au tout début, on voulait se créer en tant qu'organisme sans but lucratif, mais à un moment, quand tu veux amener des changements, on n'est pas vraiment dans une phase où le gouvernement est incroyablement généreux dans ses budgets qui va nous permettre de mettre des millions de dollars là-dedans. À un moment, il faut réfléchir sur l'aspect financier. Nous, on s'est mis comme entreprise sociale. Pour le moment, on a eu de la chance parce qu'on a fait notamment une conférence TEDx qui nous a donné une certaine visibilité. On a eu des personnes tout proches de nous qui ont investi dans le projet, qui nous ont donné à peu près 30 000 $ pour commencer le projet. 30 000, c'est le fun, ça permet de payer les informaticiens et les personnes pendant un été environ, parce qu'ils essaient de travailler largement en dessous de leur taux horaire qu'ils mériteraient, c'est horriblement frustrant pour nous, quand tu as des gens qui travaillent pour toi, tu as envie de pouvoir les payer à leur juste valeur, mais c'est ça le début du projet. Et on a essayé de compléter, surtout pour le début, avec un sociofinancement. Là, on essaie de chercher à peu près 10 000 $ pour compléter ça, et pouvoir arriver à la fin de l'étape 1. L'étape 1, il dure quelques mois, enfin tu peux fonctionner comme ça. L'étape 2, elle devrait durer à peu près 2 ans.
On ne peut pas fonctionner en sociofinancement tous les mois. Donc là, évidemment, il y a deux sources sur lesquelles on travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur essayer de collaborer avec les universités. Il y a énormément de choses qui se font à Montréal et ce qu'on est en train de développer est très intéressant d'un point de vue technologique. Donc oui, on a fait des grandes demandes de subventions pour ça. Ensuite, on essaie d'aller rechercher un peu d'argent nous-mêmes en essayant de mettre dans des services complémentaires qui vont peut-être être payants pour certaines choses. C'est très important pour nous que l'information de base reste accessible à tous gratuitement parce que comme on a dit ça en droit, et par exemple, on pourrait dire que les articles complémentaires, il y en a un certain nombre qui sont gratuits pour en avoir plus au pays. Donc on a une réflexion là-dessus. Puis finalement, à un moment, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a des investisseurs ou des choses comme ça qui vont investir dans l'entreprise en tant que telle pour, par exemple, son application dans des milieux d'intervention très spécifiques ou des aspects comme ça. On est comme à peu près n'importe quelle start-up au départ. On essaie de chercher toutes les possibilités de survivre à long terme. Enfin, si jamais il te reste 1 ou 2 millions de dollars cachés quelque part, n'hésite pas à penser. Ah, oui, tout au fond. Oui, on commence. En fait, notamment, on a commencé au niveau des chercheurs. Puis, beaucoup de personnes, par exemple, Laurent Montron, ont eu à écrire plusieurs fois, mais on n'a pas encore obtenu de réponse. On essaye. Non, justement, on a eu des chercheurs, que ce soit de l'Université de Montréal, que ce soit de l'UQAM, qui justement commencent à collaborer avec nous, ça se fait petit à petit. Sinon, d'un point de vue plus des organismes, on essaie vraiment de développer de collaboration avec eux. La Fédération québécoise de l'autisme nous soutient, c'est un soutien extrêmement important, justement, comme je disais avant, pour être sûr que ça répond aux besoins. Enfin, on essaie vraiment de faire ce travail de réseautage. On veut qu'il y ait le maximum de personnes qui nous amènent de l'expertise. C'est juste, quand tu as une toute petite équipe, puis tu vas déjà développer le projet plus, essayer de faire de la communication plus, tout ça, ça avance, mais ça avance petit à petit. Et on y travaille. Justement, ce serait quoi le rôle des chercheurs? Est-ce que vous voulez être un peu mais ce serait quoi le rôle des chercheurs? Alors, il y a plusieurs rôles. Déjà, Répète la question. ah oui, quel serait le rôle des chercheurs? Je peux répéter les questions, j'oublie tout le temps. Il y en a plusieurs. Déjà, comme on disait, nous on est en train de faire une modélisation du domaine de l'autisme. Donc évidemment, quand on modèle le domaine, on modèle un peu avec nos perceptions. Donc c'est très important d'avoir le maximum de chercheurs qui ont une excellente compréhension du domaine pour nous dire, mais écoute, ça, tu devrais peut-être le présenter d'une autre façon. Ces concepts-là, tu devrais peut-être les relier d'une autre façon. Et aussi le fait que, comme on l'a dit, on va quand même devoir rentrer beaucoup d'informations. Ces gens-là sont des bibliothèques vivantes. Elles peuvent nous amener beaucoup d'informations pour compléter là-dedans. Moi, chaque fois que je lis des recherches, je découvre des nouvelles choses. Je suis comme, mon Dieu, il y a telle nuance qu'on devrait amener. Ces personnes-là ont déjà un point de vue beaucoup plus avancé ou beaucoup plus nuancé que nous. Donc, c'est là qu'elles peuvent vraiment nous nourrir. De façon générale, comme on disait avant, on a besoin des personnes autistes et des parents pour nous assurer qu'on n'est pas dans le champ au niveau des besoins. C'est un peu la même chose au niveau des chercheurs. Et de la modélisation. Et de la modélisation. C'est un peu la même chose au niveau des chercheurs. C'est que souvent, eux vont pouvoir voir notre projet et dire écoutez, vous avez vraiment une grosse lacune sur tel aspect. Ou au contraire, vous devriez développer tel aspect en plus. Enfin, que c'est vraiment ces différentes choses. Donc, c'est plus un rôle de soutien au niveau de la réflexion puis de la création du projet. Oui. Puisqu'on parle de modélisation et donc d'ontologie, je me demandais, est-ce qu'à terme, là on a parlé de l'intelligence artificielle qui finirait par faire de l'extraction et de l'évaluation, est-ce qu'il se pourrait qu'à terme l'ontologie soit prise en charge par l'intelligence artificielle, étant donné qu'à mesure que les connaissances scientifiques vont évoluer, l'ontologie aussi va évoluer? Oui, l'ontologie va évoluer au fur et à mesure des connaissances scientifiques. Et on pourrait pousser plus loin, outre l'extraction, il y a aussi l'interrogation. Donc, ajouter du traitement automatique des langues pour que tu puisses poser à voix haute ta question et que l'ontologie te réponde à voix haute avec ton vocabulaire. Ça serait une possibilité. Et aussi toutes les questions d'aller plus sur de l'inférence statistique plutôt que logique. Là, ça devient un peu plus technique, mais en gros, l'ontologie va dire si ça c'est vrai, alors c'est vrai. Les réseaux bayésiens et autres apprentissage machine plus classique va venir dire bon ben la probabilité que A arrive considérant B. Il va y aller d'une façon plus statistique que directe et brute que fera l'ontologie. Donc ça va pouvoir, l'ontologie va être un morceau sur lequel on va baser le reste. C'est le cœur solide en fait.
question de comment est-ce qu'on gère l'information qui est erronée ou qui a été démontrée comme erronée avec le temps, puis comment est-ce qu'on va l'amener aux gens. Déjà, la chose la plus importante pour nous, c'est que les gens qui sont sceptiques par rapport à l'effet des vaccins ou qui croient dans des thérapies qui ont été démontrées comme étant fausses, ces gens-là, il faut commencer par les respecter et respecter leur intelligence. On veut dire, pour nous, la base, c'est que je ne vais pas arriver en te disant hey, écoute, as-tu vu le nombre d'études qui te dit que c'est de la merde, pourquoi tu y crois encore? Première chose, si on prend l'exemple des vaccins, il y a eu des études qui au début ont montré qu'il y avait un lien. On a réalisé que ces études étaient biaisées, etc. Mais après, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de te faire vraiment un état précis des connaissances. Donc, on va respecter ton point de vue, puis te dire les recherches qui effectivement montrent ce que toi tu crois. On va te montrer les recherches de l'autre côté. On va te montrer pourquoi est-ce qu'on croit que les recherches du côté qu'il n'y a pas de lien, le vaccin et l'autisme, sont vraiment plus solides que les autres. Ensuite, la logique est toujours la même, c'est de dire on ne va pas commencer par t'agresser dès que tu viens parce que tu crois à quelque chose. On va vraiment, premièrement, essayer de te présenter une situation objective, puis on va espérer que, parce que tu as des informations justes, tu vas prendre le bon choix. Bon, je sais que c'est une vision de Calino, c'est très utopiste comme vision. Donc, on va effectivement, quand même, à la fin, essayer d'amener des choses beaucoup plus précises, comme par exemple, quels sont les risques d'utiliser tel traitement. Ça, c'est extrêmement important. On essaie toujours d'amener, de dire, écoute, oui, ça peut amener tel effet ou ça va pas aider, mais en plus, tu as tel risque qui vient pour la personne que tu aimes. Donc, on a quand même pas mal de chances qu'on va essayer de convaincre les gens comme ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas nous croire? Bien sûr. Il y a des gens qui ne vont même pas venir sur un site d'information comme ça. Puis, c'est dommage, mais c'est correct jusqu'à un certain domaine. Il faudra trouver d'autres façons pour aller chercher ces personnes. Mais notre optique, c'est toujours de dire, en essayant de te donner les informations le plus justes possible, en essayant de t'accueillir avec le maximum de respect, en essayant d'ouvrir un dialogue, on espère que ça amènera le maximum de changement. Oui. Justement, ça, est-ce que c'est déjà prévu dans le petit page d'information sur est-ce que c'est la méthode scientifique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas et pourquoi? Est-ce que c'est déjà prévu? Oui. Est-ce qu'il va y avoir une page d'information sur qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique? Oui. On n'a pas de position par rapport au traitement ou par rapport à quoi que ce soit qui touche l'autisme. On a une position épistémologique très forte. On croit en la science et on défend la science. On ne dit pas que la science a toujours raison, absolument pas. On sait que la science se trompe sur certaines choses, mais au moins, quand on se trompe, en général, on découvre, puis on améliore petit à petit. Donc, oui, cette position-là, on doit clairement l'expliquer aux gens, en disant, voici comment on a fonctionné, voici pourquoi est-ce qu'on va recommander telle chose, voici pourquoi est-ce qu'on ne va pas recommander telle chose, et voici comment ça marche, et voici pourquoi est-ce que vous pouvez faire confiance à la science, et voici aussi les éventuelles limites, puis pourquoi des fois, de temps en temps, notre information va changer, parce qu'il y a eu telle nouvelle recherche. Donc, oui, on va essayer de faire un grand travail là-dessus, parce que c'est notre position. Au niveau de la plateforme, je suis curieux parce que vous avez noté les types d'informations selon leur poids scientifique et leur sérieux. C'est un petit peu plus rare. Par exemple, que moi, je m'intéresse à tout ce qui sera en rouge et que je mettrai en mémoire tout ce qui sera en rouge. Est-ce que vous avez une façon peut-être que j'ai deux éléments en même temps parce que vous savez que ça, c'est trop compliqué. En même temps, peut-être un forum interactif qui permet de pouvoir en discuter, de se partager à travers tout ça. En même temps, peut-être d'éviter les gens qui aiment les informations qui sont jaunes ou rouges. Peut-être eux essayer de donner une information, fournir quelque chose, tout en souvent un peu scientifique. Ça peut être d'ailleurs aussi un élément à apporter dans leur vie, tous les jours. Un des éléments importants de la plateforme, c'est notre système de rétroaction, de pouvoir dire si telle intervention a fonctionné ou pas fonctionné, et pas fonctionné, pourquoi. Ça nous permet d'avoir de nouvelles données et on espère pouvoir faire contribuer à l'avancement de la science et de notre base de données, etc., comme ça, avec des chercheurs pour Back and Métaux, etc. Et avec transparence. Je lève mon chapeau là-dessus. Tu avais une autre question? Excuse-moi. Oui, j'avais une question. Mais peut-être, est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail sur le moteur qui va aller récupérer l'information et la juger? Votre algorithme, ça fonctionne comment? Comment il l'apprend? Là, on avance sur nous. Parce qu'on est en train de faire justement les démarches pour pouvoir créer le réseau de chercheurs qui va travailler sur cette question-là. En réalité, ce qu'on peut déjà te dire,
c'est que ça va vraiment être deux intelligences artificielles différentes. Une pour juger la qualité d'un article, et une pour extraire l'information. Extraire l'information, il y a des choses qui existent, notamment chez Microsoft, je pense à Medical Recap, qui vraiment fait du traitement naturel du langage, extrait des concepts, trouve les liens logiques entre ces concepts et essaie de rajouter les chiffres statistiques dessus. Ça, c'est vraiment du traitement naturel. L'algorithme précis, il faudrait que je te transmette les recherches sur Medical Recap, mais moi, je ne le connais pas personnellement. L'aspect le plus intéressant, qui est celui qui pour nous est le plus important là-dedans, c'est comment est-ce qu'on juge la qualité d'un article. Pour l'instant, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va déjà commencer à enseigner à une machine de déterminer c'est quoi le type de document qu'elle a en face d'elle. Est-ce que c'est un guide de pratique? Est-ce que c'est une méta-analyse? Est-ce que c'est une recherche expérimentale? Est-ce que c'est une recherche corrélationnelle? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a décidé d'écrire son point de vue sur telle chose? Ça, fondamentalement, c'est de la classification. En gros, ça va être de lui donner en masse de données pour qu'elle puisse commencer à apprendre, ok, un guide de pratique, ça ressemble principalement à ça, que je vais le classer là-dedans. Ensuite, ça nous fait un peu nos étapes dans notre hiérarchie, l'espèce de pyramide qu'on a montré avant. Sauf qu'évidemment, une méta-analyse ou un guide de pratique, il y a des qui sont de bonne qualité et puis des qui sont de mauvaise qualité. Donc là, on va devoir utiliser plusieurs sous-algorithmes. Par exemple, je vais prendre l'exemple des guides de pratique. Il y a certaines choses qu'on peut détecter et qui peuvent nous permettre d'éliminer certains guides. Une question niaiseuse, mais par exemple, ça n'a pas de date à laquelle ça a été écrit, qu'on ne sait pas. Si on ne sait pas qui est-ce qui l'a écrit, désolé, on ne peut pas le garder simplement parce qu'il peut y avoir des biais, des conflits d'intérêts majeurs là-dedans. Enfin, que ça va nous permettre très facilement de baisser énormément la qualité de ce document-là. Ensuite, il y a d'autres aspects, comme par exemple une méthodologie utilisée, où il faudrait que la machine comprenne comment ça a été fait. À long terme, on espère pouvoir faire ça, qu'elle puisse vraiment comprendre le mécanisme utilisé. À court terme, ce qu'on peut faire, c'est au moins lui donner énormément d'articles de bonne qualité, énormément d'articles de mauvaise qualité dans les guides de pratique, puis qu'elle puisse commencer à classer en disant, ok, ça me semble être de meilleure qualité que ça me semble de moins bonne qualité, je vais faire vérifier ça par un humain au cas où. Enfin, ça va vraiment être beaucoup de classification. Il reste encore beaucoup de questions sur l'opérationnalisation de tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un gros groupe de recherche pour travailler là-dessus. Vas-y. Je sais pas si vous l'avez dit, je vais rentrer les comptes à l'extension des meilleures pratiques, tout ça dans la plupart, parce que la proposition des ressources que une personne peut chercher un petit outil supplémentaire. Est-ce qu'on va proposer des ressources? En fait, j'aimerais vraiment pouvoir te dire oui, parce que c'est sûr que si quelqu'un vient, par exemple, pour dire comment est-ce qu'on obtient un diagnostic en autisme, la question qui va venir après, c'est ok, mais moi je vais où? Si on lui présente un traitement, ça va être mais je l'obtiens où? Le problème, c'est que pour pouvoir avoir ces informations, il nous faut des informations au niveau logistique qui sont majeures. Il faudrait qu'on soit comme relié, il faudrait qu'on sache où sont tous les intervenants, qu'on sache qu'est-ce qui est donné à quel endroit. Et obtenir des informations sur le système de santé et le système psychosocial, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est compliqué maintenant, mais à un moment j'essaie de tenir à ma propre santé mentale, je ne peux pas essayer de faire ça pour l'instant. On espère pouvoir l'ajouter à long terme. C'est juste aujourd'hui, c'est tellement un grand casse-tête qu'on ne peut pas le faire. Mais, alors, toi, par exemple, renvoyer peut-être des documents, comme par exemple, on s'est basé sur ça, si vous voulez aller voir vos documents de base, vous pouvez y accéder. Ça, on peut le faire assez facilement, le système de référence. Quand tu commences à recommander des livres, tu passes sur quoi? Tu passes sur quels critères pour le faire? C'est ça qui est très difficile, on essaie d'amener une information objective. Donc, quand on prend dans des recommandations, peut-être qu'à long terme, on trouvera des façons de le faire. Et pour le moment, on a l'impression que de recommander des choses comme ça risque de plus biaiser l'information qui aider vraiment les gens. Et si on se base sur quelque chose en disant, c'est par exemple, je prends le livre qui a le plus de références scientifiques, je peux me retrouver sur, j'en ai vu là, il n'y a pas longtemps, un livre en psychanalyse qui comparait les autistes à des fourmis, il y a plein de références. Mais par contre, niveau efficacité scientifique, je ne suis pas sûr que ce soit excellent. On n'a pas envie que ce type de livre se trouve recommandé parce qu'on a choisi un mauvais critère. Tout à l'heure d'un projet de socio-financement, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est sur quelle plateforme on peut le trouver? Merci de nous faire la pub. Ah oui, la campagne de socio-financement est sur le site de La Ruche.
En tapant Mylène, vous pouvez nous trouver. En allant dans la section technologie, vous pouvez nous trouver. On est sur la plateforme Montréal aussi. Sinon, ce sera à partir de nos réseaux sociaux. Puis, bon, quand même, une chose intéressante, c'est qu'on parle du sociofinancement pour avoir accès à Mylène, évidemment, mais au début, ce qu'on voulait aussi permettre aux gens d'avoir, c'est d'avoir rapidement de l'information. Fait que, avant, quand on a fait toute notre extraction de données, donc ces 2 dernières années, évidemment, on a corrigé tout ça dans des documents. Enfin, par exemple, on a un document qui m'a fait faire des cauchemars qui a à peu près une centaine de pages sur les traitements qui marchent, ceux qui marchent moins bien, pourquoi est-ce qu'on les a choisis, comment, qui eux font partie des prix qu'on donne au sociofinancement. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, que vous dites, moi je veux la version écrite par des humains avant même qu'on ait la version finale par intelligence artificielle, c'est une bonne façon d'obtenir. Et bon, nous on aime toutes les personnes qui soutiennent notre projet, enfin, oui. Oui. Une autre question, j'imagine que vous avez plusieurs sources de données à laquelle vous allez pouvoir accéder qui sont payantes, comme des articles scientifiques ou même des livres écrits par des auteurs. Est-ce que vous avez des contraintes par rapport à la façon que vous utilisez l'information et que vous la partagez, ou encore pire que vous la monétisez? Donc, la question c'est, beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup de livres sont aujourd'hui payants. Donc, il y a toute la question du droit d'auteur. Est-ce qu'on peut aller chercher ces informations? Est-ce qu'on peut les extraire sans nuire aux personnes qui ont fait ces recherches pour rédiger ces livres? En fait, ce qui est intéressant, puis si jamais mon avocate voit ça, puis dit que, entend que je dis des bêtises, elle me redira, mais à la base, ce qui est protégé, c'est ce que tu as écrit. L'information que tu transmets est libre. Je n'ai pas le droit, par exemple, si tu me donnes un texte qui explique le lien entre le chocolat et l'autisme, de pouvoir copier des parties. Rassurez-vous, il n'y a pas de lien entre le chocolat et l'autisme. Mais je n'aurais pas le droit de copier du texte. Par contre, si tu me sors une recherche, j'ai le droit de prendre l'information et de la transmettre. C'est ça la beauté de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne va pas copier des bouts de texte. Elle va vraiment extraire de l'information. Cette information-là fait partie du domaine public, donc on a le droit de la réutiliser. Et pour la partie monétisation, toutes les réponses fournies par Mylène, donc pas les textes à côté écrits par des humains, elles seront gratuites, seront accessibles librement. D'où le côté social de l'entreprise. On a répondu à toutes les questions. Bon, il ne reste plus qu'à boire de la bière, du café ou de l'eau. Merci à tous d'être venus. Puis si jamais nous on reste pas là, n'hésitez pas à nous poser si vous avez d'autres questions, quelque chose qui vous pop, ou si vous voulez nous dire des félicitations ou au contraire des critiques, lâchez-vous tous, on est. Question de titre, question de lien. Merci beaucoup.